Pendant 35 ans, j'ai dormi aux côtés d'un homme que je pensais connaître, jusqu'au jour où j'ai découvert que chaque aube cachait une vérité qui allait tout changer. Je m'appelle Marie-Hélène, j'ai 78 ans, et aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire la plus douloureuse et en même temps la plus importante de ma vie. C'est une histoire que j'ai gardée pendant des années, par peur, par honte, mais qui doit maintenant être racontée. Avant de commencer, je vous demande, s'il vous plaît, si vous pouvez, de laisser un like sur cette vidéo, de vous abonner à la chaîne pour m'aider à continuer à raconter ces histoires, et dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez, quelle ville, quelle région. J'adore savoir que des gens de toute la France m'écoutent. Cela me donne la force de continuer. Bon, je vais commencer depuis le tout début, en 1967. J'avais seulement 21 ans quand j'ai rencontré Joseph. Il en avait 24. C'était lors d'un bal de l'église ici même à Paris, dans le quartier du Marais. À cette époque, les choses étaient bien différentes d'aujourd'hui, vous savez. On ne sortait pas ensemble comme vous le faites aujourd'hui, non. Tout était plus lent, plus réservé. Mon père, que Dieu ait son âme, était très strict. Quand Joseph est venu chez nous pour la première fois demander à sortir avec moi, je pensais que mon père allait le renvoyer tout de suite, mais non. Joseph était un jeune homme sérieux, travailleur, honnête. Il travaillait dans une usine métallurgique à Montreuil. Mon père l'a apprécié. Nous avons fréquenté pendant 1 an et demi, toujours avec la porte ouverte, toujours avec ma mère à proximité pour surveiller. Quand il m'a demandé en mariage en 1968, j'étais si heureuse que j'ai pleuré toute la nuit. Nous nous sommes mariés en décembre de cette année-là. Ce fut une cérémonie simple à l'église du quartier avec peu de personnes. À cette époque, le pays était, différent. Il y avait un climat lourd dans l'air. Les gens parlaient à voix basse de politique. Mon père disait toujours « Marie, ne te mêle pas des affaires des hommes, ne parle pas du gouvernement, ne parle de rien qui ne te concerne pas. » J'obéissais. Joseph était un homme silencieux, très silencieux. Au début du mariage, je pensais que c'était de la timidité, vous savez. Je pensais qu'avec le temps, il s'ouvrirait davantage, mais non. Il restait silencieux. Il travaillait toute la journée à l'usine métallurgique, rentrait à la maison fatigué, dînait, regardait un peu la télévision. Nous avions réussi à acheter une télé d'occasion, ce qui était un luxe à cette époque, et il allait se coucher. Tous les jours, la même routine. Seulement, il y avait une chose qui m'intriguait depuis le début, depuis le premier jour de mariage. Joseph se réveillait à 4 heures du matin, tous les 5 jours, 4 heures pile. Et vous savez ce qu'il faisait ? Il se levait doucement du lit pour ne pas me réveiller, mais je me réveillais toujours parce que j'ai le sommeil léger, et il allait directement à la salle de bain. Il fermait la porte à clé et restait là-dedans pendant 1 heure entière. Au début, les premières semaines, je n'ai rien dit. Je pensais que c'était une question d'intestin dérangé, ces choses dont on ne pose pas de questions, n'est-ce pas ? Mais ensuite, 1 mois passa, 2 mois, 6 mois, et tous les jours la même chose. 4 heures du matin, 1 heure dans la salle de bain, toujours fermée à clé. J'ai commencé à m'inquiéter. Je pensais, mon Dieu, est-ce que Joseph est malade ? Est-ce qu'il a un problème grave et ne veut pas me le dire ? Un jour, cela devait faire environ 8 mois de mariage, j'ai demandé. Nous prenions le petit déjeuner et j'ai pris mon courage à 2 mains. Joseph, tu vas bien côté santé ? Je remarque que tu te réveilles tous les jours tôt et passes beaucoup de temps dans la salle de bain. Il est devenu rouge, rouge comme une tomate. Il a détourné le regard, a remué son café avec la cuillère et a dit à voix basse « C'est l'intestin, Marie. Depuis l'enfance, j'ai ce problème. Intestin constipé, puis relâché, c'est ennuyeux, mais ce n'est rien de grave, ne t'inquiète pas. » Et ce fut tout. Il a changé de sujet immédiatement et je n'ai pas insisté. À cette époque, on n'insistait pas beaucoup, vous voyez. Une femme devait respecter l'espace de son mari. C'est ce que ma mère m'avait enseigné. Les années ont passé. Nous avons eu notre premier fils en 1970, Jean. Puis, en 1972, est venue Anne, 2 beaux enfants en bonne santé qui remplissaient notre maison de joie. Joseph était un père présent dans la mesure du possible. Il travaillait beaucoup pour subvenir aux besoins de la famille. Mais cette routine n'a jamais changé. Jamais. 4 heures du matin, salle de bain, 1 heure, porte fermée à clé. J'ai essayé de m'habituer. J'ai vraiment essayé. Je me disais, Marie, c'est idiot.
L'homme a un problème d'intestin, arrête de t'obséder. Mais il y a des choses qu'on essaie de refouler au fond de sa tête et elles ne partent pas, vous savez? Elles restent là, à déranger, à grandir, devenant une boule d'angoisse. Ce qui me dérangeait n'était pas seulement le fait qu'il se réveille tôt et aille à la salle de bain, c'était la manière. Il y allait doucement, silencieusement, comme s'il ne voulait que personne ne remarque. Et quand je me réveillais, parce que je me réveillais toujours au bruit du lit qui grinçait quand il se levait, je restais là, allongée, dans le noir, écoutant. Et vous savez ce que j'entendais? Ce n'étaient pas des bruits normaux de salle de bain, de quelqu'un qui a un problème d'intestin. J'entendais l'eau couler doucement, puis le silence, puis des bruits étranges, comme s'il manipulait des choses, ouvrant et fermant quelque chose. De temps en temps, très rarement, j'entendais ce qui semblait être un gémissement étouffé, un soupir profond. Je ne savais pas. Je n'arrivais pas à comprendre. Une fois, cela devait faire environ 10 ans de mariage. Vers 1978, j'ai parlé à ma mère. Nous étions chez elle en train de prendre un café et je me suis confiée. « Maman, Joseph a une habitude bizarre. Tous les jours, il se réveille à 4 heures du matin et reste 1 heure enfermé dans la salle de bain. Tous les jours, maman. Cela fait 10 ans. » Ma mère m'a regardée avec cet air de celle qui allait me faire un sermon et a dit « Marie-Hélène, tu as la tête pleine de bêtises. L'homme travaille comme un forçat pour vous faire vivre toi et les enfants. S'il veut rester 1 heure dans la salle de bain, laisse l'homme tranquille. C'est son affaire. Tu dois remercier d'avoir un mari travailleur et honnête. Arrête de chercher la petite bête. » Et ce fut tout. Je me suis même senti mal d'avoir parlé. Je pensais que j'étais vraiment une épouse chiante, de celles qui se plaignent pour n'importe quoi. Alors j'ai fermé ma bouche et j'ai essayé de ne plus y penser. Mais je n'y arrivais pas. Les gens, je n'y arrivais pas. Parce qu'au fil des années, je remarquais d'autres choses. Joseph portait toujours des chemises à manches longues. Toujours. Peu importe s'il faisait 40 degrés pendant l'été parisien. Chemise à manches longues. Quand je demandais, il disait que c'était parce qu'à l'usine métallurgique c'était dangereux. Des étincelles pouvaient jaillir, ce genre de choses. Cela avait du sens. Donc je ne questionnais pas, mais il y avait plus. Il n'enlevait jamais, vraiment jamais, sa chemise devant personne, même devant moi, qui était sa femme. Quand nous avions de l'intimité de couple, vous savez, il éteignait toujours la lumière, toujours dans le noir. Et si j'essayais d'allumer, il s'énervait. Il disait qu'il préférait comme ça, que c'était plus romantique. Au début, je trouvais même ça mignon, mais ensuite, c'est devenu bizarre. Et il y avait autre chose que j'ai remarqué. Parfois, quand il était assis sur le canapé regardant la télévision, il faisait une grimace de douleur et portait la main à son dos ou sur le côté du corps. Quand je demandais s'il allait bien, il disait que c'était la fatigue du travail, que c'était le poids qu'il portait. Le travail à l'usine métallurgique est lourd, Marie. C'est normal d'avoir mal. Et je le croyais. Les années ont continué à passer. 1980, 1985, 1990. La vie continuait. Les enfants ont grandi, sont allés à l'école. Jean a même commencé à travailler jeune pour aider à la maison. Nous vivions dans la gêne financièrement, mais heureux, ou du moins, je pensais que nous étions heureux. Joseph continuait d'être un homme de peu de mots, mais il était affectueux à sa manière. Il rapportait son salaire à la maison tous les mois. Il ne buvait pas, n'allait pas au bistrot, ne donnait pas de raison de jalousie. C'était un bon mari selon les standards que nous connaissions. Mais cette affaire de 4 heures du matin, cela ne s'est jamais arrêté. Jamais. Et au fur et à mesure que je vieillissais, cela me consumait de l'intérieur. C'est devenu une obsession. Je regardais l'horloge le soir, avant de dormir, et je pensais, dans quelques heures, il va se réveiller à nouveau, va aller à la salle de bain à nouveau, et je vais continuer sans savoir ce qui se passe. J'ai commencé à avoir de mauvaises pensées, des pensées qui me faisaient honte de moi-même. Est-ce qu'il prenait de la drogue? Mais non, ça n'avait pas de sens. Joseph était trop sérieux. Est-ce qu'il avait une maladie grave et me la cachait pour ne pas m'inquiéter? Est-ce que Dieu me pardonne d'avoir pensé cela, est-ce qu'il avait une autre femme et écrivait des lettres pour elle dans la salle de bain à l'aube?
Cette dernière pensée me rendait folle. Je sais que cela semble absurde, mais quand vous vivez avec un mystère pendant des décennies, votre tête commence à créer les histoires les plus folles. J'ai commencé à faire attention à tout. Je cherchais du rouge à lèvres sur sa chemise, un parfum différent, n'importe quoi qui prouve qu'il me trompait. Mais je n'ai jamais rien trouvé, rien du tout. Un jour, cela devait être vers 1995, j'ai explosé. Je n'en pouvais plus. Nous dînions tous les deux seuls. Les enfants étaient déjà adultes et avaient dû quitter la maison. Et j'ai dit comme ça, sans détour, « Joseph, j'ai besoin de savoir ce que tu fais dans la salle de bain tous les jours à l'aube. Cela fait plus de 25 ans. » « 25 ans, Joseph ? Tu penses que je suis idiote ? Tu penses que je ne remarque pas ?» Son visage est devenu blanc, blanc comme du papier. Il a posé sa fourchette dans l'assiette, s'est essuyé la bouche avec la serviette et m'a regardé avec des yeux, mon Dieu, c'étaient des yeux pleins de peur, de tristesse, que mon cœur s'est serré immédiatement. « Marie, a-t-il dit avec la voix tremblante, je te prie, s'il te plaît, n'insiste pas là-dessus. Je ne fais rien de mal. Je te jure sur ma mère qui est déjà morte. Je ne fais rien de mal, mais je ne peux pas en parler. Je ne peux pas. »« Comment ça, tu ne peux pas en parler ?» j'ai crié. J'ai vraiment perdu patience. Je suis ta femme. Nous sommes mariés depuis plus de 25 ans. Tu ne me fais pas confiance ? Il s'est levé de table, et pour la première fois en toutes ces années, j'ai vu des larmes dans ses yeux. De vraies larmes coulant sur son visage. Ce n'est pas une question de confiance, Marie. C'est une question de te protéger, de vous protéger, toi et les enfants. S'il te plaît, laisse-moi tranquille avec ça. Je t'en supplie. Et il est sorti de la maison, est allé marcher dans la rue. Il est resté dehors presque 2 heures. Quand il est revenu, nous n'avons plus abordé le sujet, mais cette nuit-là, je n'ai pas dormi du tout. Je me suis posé la question, nous protéger de quoi ? De quoi avait-il si peur ? Les années suivantes ont été les pires, parce que maintenant, je savais qu'il y avait vraiment quelque chose qui n'allait pas. Ce n'était pas juste une habitude étrange, ce n'était pas un problème d'intestin, c'était quelque chose de sérieux, quelque chose qui faisait pleurer mon mari et parler de protéger la famille. J'ai commencé à faire plus attention. Je remarquais que parfois il revenait de la pharmacie. Parce que oui, j'ai découvert qu'il allait à la pharmacie toutes les semaines, parfois plus d'une fois, avec des petits sacs qu'il cachait dans la salle de bain. Quand je demandais ce que c'était, il disait que c'était des médicaments pour le mal de dos, des trucs de vieux, mais c'était toujours caché, toujours avec cet air de secret. Et il y avait cette odeur. Il y avait une odeur dans la salle de bain après qu'il en sortait à l'aube. Ce n'était pas une mauvaise odeur, non. C'était une odeur de médicaments, de pommades, de ces pommades fortes qu'on utilise pour les douleurs musculaires. Mais pourquoi utiliser de la pommade en cachette ? Pourquoi se réveiller à 4 heures du matin pour ça ? L'année 2000 est arrivée, tournant de siècle. J'avais déjà 54 ans, Joseph en avait 57. Nous avions des petits-enfants, une vie construite. Mais ce mystère continuait là, entre nous deux, comme un mur invisible qui nous séparait. Ce fut un jour de mars 2003, 35 ans après notre mariage, que j'ai finalement pris la décision la plus difficile de ma vie. J'allais découvrir la vérité, quoi qu'il en coûte. Cette décision ne s'est pas faite du jour au lendemain, vous savez. Elle s'est formée en moi petit à petit, comme une tempête qui accumule des nuages sombres dans le ciel, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus moyen, l'orage va éclater. J'ai passé des semaines à penser, à planifier, me sentant la pire épouse du monde pour planifier d'espionner mon propre mari, mais en même temps, je n'en pouvais plus. C'était 35 ans à porter cette angoisse, ce doute qui rongeait de l'intérieur. Le mois de mars 2003 était particulièrement chaud, cette chaleur étouffante de Paris, qui ne donne pas de répit même la nuit. Je me souviens qu'à cette époque, j'avais une insomnie terrible. Je prenais des tisanes de camomille, de mélisse, ces choses que la voisine disait qui aidaient, mais rien ne fonctionnait. Je restais allongée, regardant le plafond sombre de la chambre, écoutant le bruit des voitures dehors et comptant les minutes jusqu'à 4 heures du matin. Parce que je savais que quand 4 heures sonneraient, Joseph allait se lever. Comme une horloge suisse, cet homme ne ratait jamais, même quand il était grippé, même quand il était trop fatigué, ni les jours fériés, ni les dimanches. Tous les 5 jours, 4 heures du matin, il se levait. J'ai commencé à observer davantage.
sans qu'il s'en aperçoive, bien sûr. J'ai remarqué que quand il se levait, il faisait un mouvement étrange. Il portait la main à son dos, comme s'il se préparait à quelque chose qui faisait mal. Puis il respirait profondément, très profondément, comme s'il rassemblait son courage. Et seulement alors, il sortait du lit. Une nuit, environ 3 jours avant ce jour fatidique, j'ai fait semblant de dormir, mais je suis restée avec un œil entrouvert, juste à observer. J'ai vu, quand il est allé jusqu'à l'armoire, nous avions une vieille armoire en bois qui grinçait à chaque fois qu'on l'ouvrait, et il a pris quelque chose à l'intérieur. Il faisait sombre. Je n'ai pas réussi à bien voir ce que c'était. Cela semblait être un petit sac en plastique, de ceux de la pharmacie. Il l'a mis sous son bras, avec une serviette, et est allé à la salle de bain. Mon cœur s'accélérait. J'ai attendu environ 5 minutes, puis je me suis levée très doucement. Notre maison était petite, un duplex simple. La chambre était à l'étage et la salle de bain qu'il utilisait était en bas, près de la cuisine. Je suis descendu les escaliers sur la pointe des pieds, priant pour que les marches ne grincent pas. Chaque pas semblait une éternité. Quand je suis arrivé près de la salle de bain, je suis resté là dans le couloir sombre, adossé au mur, juste à écouter. J'entendais l'eau du robinet s'ouvrir, puis se fermer. Puis un bruit de plastique qu'on ouvre, comme si c'était un emballage de médicaments ou quelque chose comme ça. Puis, le silence. Un silence qui a duré si longtemps que j'en suis venu à penser qu'il s'était évanoui là-dedans. Et puis je l'ai entendu. C'était faible, si faible qu'on pouvait à peine l'entendre. Mais je l'ai entendu. C'était un gémissement de douleur, de vraie douleur, de celle qu'on ne peut pas retenir. Tout mon corps s'est glacé. J'ai pris mon courage, je me suis approché davantage de la porte, mais à ce moment-là, une peur si grande m'a saisi que je suis retourné en courant vers la chambre. J'ai monté les escaliers presque en volant. Je me suis glissé sous les couvertures, faisant semblant de dormir. Quand il est revenu, environ 40 minutes plus tard, je tremblais. Il s'est allongé dans le lit, très doucement, et j'ai senti le matelas s'enfoncer sous son poids. J'ai entendu quand il a soupiré, un soupir long et fatigué, et je suis resté là, immobile, avec le cœur battant si fort que j'étais sûre qu'il l'entendait. Les jours suivants ont été d'une agonie sans fin. Je n'arrivais pas à regarder son visage correctement. Je me sentais coupable de cacher que je savais, ou du moins que je soupçonnais, qu'il y avait quelque chose de très mauvais. En même temps, je me sentais en colère contre lui pour cacher, en colère contre moi pour ne pas avoir le courage de confronter, en colère contre toute la situation. Ce fut un jeudi, le 27 mars 2003. Je me souviens de la date exacte parce que c'était l'anniversaire de mon père, qui était décédé depuis environ 5 ans. J'avais passé la veille à organiser les souvenirs de son anniversaire, regardant de vieilles photos, pleurant un peu. J'étais sentimentalement bouleversée. Cette nuit-là, Joseph et moi avons dîné en silence. Il a peu mangé, a dit qu'il n'avait pas très faim. Il s'est plaint que son dos lui faisait plus mal que d'habitude. Il a pris un médicament devant moi-même, un analgésique quelconque qu'il y avait dans la cuisine. Ensuite, nous sommes allés regarder le journal télévisé. Il y avait une nouvelle sur je ne sais quoi. Je n'ai même pas vraiment fait attention. Ma tête était ailleurs. Quand il a été environ 10 heures du soir, il a dit qu'il allait dormir. Il était fatigué. J'ai dit que j'allais rester un peu plus, que j'allais laver la vaisselle du dîner. Il est monté. Je suis restée là dans la cuisine, lavant la vaisselle très lentement, traînant, attendant qu'il dorme profondément. Je ne suis montée dans la chambre que presque à minuit. Il dormait déjà, ronflant doucement à sa manière. Je me suis allongée, mais je n'ai pas fermé l'œil. Je n'y arrivais pas. Je restais à regarder l'horloge sur la table de chevet, l'aiguille avançant lentement, chaque minute semblant 1 heure. Minuit et demi. 1 heure du matin, 1h30, 2 heures, 2h30, 3 heures, 3h30. Mon corps était tendu, comme une corde de violon. J'avais déjà décidé. Cette nuit-là, j'allais voir ce qui se passait. Je n'allais plus reculer. Quand l'horloge a marqué 3h55, j'étais complètement réveillée, tous les sens en alerte. Joseph a bougé dans le lit, a fait ce mouvement de porter la main à son dos, a respiré profondément. J'ai fermé les yeux rapidement,
faisant semblant de dormir. J'ai senti quand il s'est levé, j'ai entendu ses pieds sur le sol froid de la chambre. J'ai entendu quand il est allé jusqu'à l'armoire. L'armoire a grincé. Il a pris quelque chose. Il est resté là quelques secondes, comme s'il pensait à quelque chose ou rassemblait ses forces. Puis il est sorti de la chambre. J'ai entendu ses pas descendant les escaliers, une marche à la fois, très doucement. J'ai attendu environ 2 minutes, 2 minutes qui ont semblé 2 heures. Mon cœur s'emballait, mes mains transpirant froid. Je me suis levée du lit avec précaution, j'ai pris ma robe de chambre qui était accrochée sur la chaise, je l'ai mise. Je suis descendue les escaliers comme un fantôme, marchant seulement sur le bord de chaque marche pour ne pas faire de bruit. En bas, tout était éteint. Il n'y avait que la faible lumière du réverbère de la rue entrant par la fenêtre du salon. Je me suis dirigée vers le couloir où se trouvait la salle de bain. La porte était fermée. La lumière allumée sous l'interstice. J'ai entendu l'eau couler. Je me suis approchée. Chacun de mes pas était calculé. J'avais tellement peur que mes jambes tremblaient. Je ne sais même pas de quoi j'avais peur. De découvrir une trahison, de découvrir une maladie terminale, de découvrir quelque chose qui allait changer ma vie pour toujours. Peut-être que j'avais peur de tout cela ensemble. Je suis arrivée tout près de la porte. J'ai collé mon oreille dessus, essayant de mieux entendre. L'eau avait arrêté de couler. Maintenant, il y avait un bruit de papier qu'on déchirait ou d'emballage qu'on ouvrait. Puis silence à nouveau. Puis ce gémissement faible de douleur que j'avais déjà entendu quelques jours auparavant. C'est à ce moment-là que j'ai remarqué. La porte était vieille. Elle avait un trou de serrure de ceux d'autrefois, grand. La clé restait toujours de l'extérieur. J'ai enlevé la clé doucement, sans faire de bruit, et je l'ai mise dans la poche de ma robe de chambre. Mon cœur battait si fort que je pensais que j'allais m'évanouir là même. J'ai respiré profondément 3 fois, essayant de me calmer, essayant de rassembler mon courage. J'ai pensé, « Marie, tu es arrivée jusqu'ici. Ne recule pas maintenant. Tu as besoin de savoir. Tu mérites de savoir. » Je me suis accroupie doucement. Mes genoux ont craqué. Un truc de vieux, n'est-ce pas? Et je me suis figée de peur qu'il ait entendu, mais je n'ai entendu aucune réaction là-dedans. J'ai continué à descendre jusqu'à être à la hauteur de la serrure. J'ai fermé un œil, j'ai collé l'autre tout près du trou. Au début, je ne voyais rien clairement, juste des formes floues. J'ai cligné des yeux plusieurs fois jusqu'à ce que ma vue s'habitue. Et puis j'ai vu. Jésus-Christ du ciel. J'ai vu. Joseph était dos à la porte, sans chemise, complètement sans chemise. Et ce que j'ai vu, les gens, ce que j'ai vu à ce moment-là, était quelque chose que je n'aurais jamais, jamais de ma vie imaginé voir. Son dos c'était une destruction, il n'y a pas d'autre mot, c'était une destruction de chair humaine. Il y avait des cicatrices partout, des grandes cicatrices, des petites, certaines semblaient anciennes, blanchies, d'autres plus rouges, comme si elles étaient plus récentes ou n'avaient jamais bien guéri. Il y avait des marques rondes qui ressemblaient à des brûlures, plusieurs, l'une à côté de l'autre, descendant le long de la colonne vertébrale. J'ai porté ma main à ma bouche pour ne pas crier. Les larmes ont commencé à couler sur mon visage sans que je m'en rende compte. J'ai continué à regarder. Je ne pouvais pas détourner les yeux, même en le voulant. Il a pris une compresse de sel de la pharmacie et a commencé à nettoyer une des blessures qui était encore ouverte sur le côté droit, près des côtes. Quand la compresse a touché la blessure, il s'est recroquevillé tout entier de douleur, a mordu la serviette qu'il tenait dans l'autre main pour ne pas faire de bruit. Cela m'a brisé le cœur en 1000 morceaux. Ensuite, il a pris une bouteille d'un liquide, cela semblait être cette teinture d'iode rouge qui brûle horriblement, et a commencé à l'appliquer sur les blessures avec du coton. J'ai vu quand son visage s'est contorsionné de douleur. J'ai vu les larmes couler sur son visage, et il était en silence absolu, supportant toute cette douleur seul, sans faire de bruit, sans demander d'aide. Il s'est un peu tourné de côté et c'est là que j'ai vu le reste. Le bras gauche avait aussi des marques, l'épaule. Quand il a levé le bras pour atteindre une blessure dans le dos, j'ai vu qu'il y avait des cicatrices sous le bras aussi. Et sur le côté du corps, il y avait une marque violette, foncée, comme des côtes cassées qui n'avaient pas bien guéri. Il a pris une pommade,
de ses pommades épaisses et odorantes pour les brûlures, et a commencé à l'appliquer sur les cicatrices plus anciennes, faisant des mouvements circulaires doucement. À chaque toucher de lui-même sur sa propre peau, il faisait une grimace. C'est quand il est allé prendre quelque chose qui était sur le lavabo, qu'il s'est tourné plus de face et j'ai pu voir sa poitrine. La poitrine avait aussi des marques, pas autant que le dos, mais il y en avait. Et il y avait quelque chose qui a attiré mon attention. C'étaient des marques étranges, longues, comme si c'était de chaînes ou de cordes, des marques de quelque chose qui l'avait attaché avec beaucoup de force. Je n'en pouvais plus. Tout mon corps tremblait. Je voulais entrer là, l'embrasser, lui demander ce qui s'était passé, qui avait fait cela. Mais en même temps, j'étais paralysée. Je n'arrivais pas à bouger. Je n'arrivais pas à traiter ce que je voyais. Il a pris la chemise qui était accrochée au crochet derrière la porte et a commencé à la mettre doucement, avec précaution, comme si chaque mouvement. Quand la chemise a couvert ce corps détruit, il est resté là debout face au miroir du lavabo, juste regardant son propre reflet. Et vous savez ce qui m'a encore plus détruite? C'était de voir l'expression sur son visage. C'était une expression de honte, de culpabilité, comme si ces marques étaient de sa faute, comme s'il avait fait quelque chose de mal et méritait cela. Il a passé sa main sur son visage, a essuyé les larmes, a respiré profondément plusieurs fois, a redressé les épaules comme s'il se recomposait. Je me suis éloignée de la porte rapidement. Je ne voulais pas qu'il me voie là. J'ai monté les escaliers en courant en silence. Je suis entrée dans la chambre, me suis glissée sous les couvertures. Je sanglotais doucement, essayant d'étouffer les pleurs dans l'oreiller. J'ai entendu quand il est monté, j'ai entendu quand il est entré dans la chambre, j'ai entendu quand il s'est allongé dans le lit de son côté. Et nous sommes restés là tous les deux, chacun faisant semblant que l'autre dormait, moi pleurant en silence, lui allongé, immobile, respirant profondément. Le soleil a commencé à éclairer dehors. Il devait être environ 6 heures du matin. Je n'avais pas fermé l'œil. Ma tête tournait sans arrêt. Ces images ne sortaient pas de mon esprit. Les cicatrices, les brûlures, les marques de cordes, la douleur sur son visage, la honte. Et puis tout a commencé à avoir un sens. La chemise à manches longues toujours, sa façon de ne pas enlever ses vêtements devant personne, les grimaces de douleur quand il bougeait, les médicaments cachés, la tristesse constante qu'il portait dans les yeux même quand il souriait. Mais ce qui n'avait pas de sens, c'était qui avait fait cela, quand, pourquoi, et pourquoi il me le cachait. Pourquoi il portait cela seul pendant toutes ces années. Je me suis levée du lit quand je l'ai entendu se lever. Il est allé à la salle de bain à nouveau, celle du haut cette fois, juste pour faire l'habituel. Je suis descendue à la cuisine, j'ai préparé le café. Mes mains tremblaient tellement que j'ai failli renverser la cafetière de café chaud. Quand il est descendu, déjà habillé pour le travail avec cette chemise à carreaux à manches longues qu'il portait toujours, j'étais de dos, en train de remuer quelque chose sur la cuisinière. Je n'arrivais pas à le regarder. Pas à ce moment-là. J'avais peur qu'il voie sur mon visage que je savais. « Bonjour », a-t-il dit avec cette voix fatiguée qui était la sienne. « Bonjour », j'ai répondu toujours de dos. « Le café est prêt. » Il s'est assis à table. J'ai servi le café, le pain avec du beurre, comme je faisais tous les jours. Je me suis assise de l'autre côté de la table, mais je n'ai rien mangé. Je restais juste à remuer le café avec la cuillère, regardant la tasse. « Tu vas bien, Marie ?» a-t-il demandé. J'ai levé les yeux vers lui. J'ai regardé bien dans ses yeux, et ce que j'ai vu là, c'était de la peur. Peur que je sache, peur que j'ai découvert. Je vais bien, j'ai menti. J'ai juste mal dormi. J'ai fait des cauchemars. Il a hoché la tête, soulagé, et est retourné manger son pain. Il a fini son café, a pris le repas que j'avais préparé la veille, m'a donné un baiser sur le front, comme il faisait tous les jours, et est parti au travail. Quand la porte s'est fermée, je me suis effondrée, je me suis assise par terre dans la cuisine même et j'ai pleuré. J'ai pleuré tout ce que j'avais retenu pendant l'aube. J'ai pleuré pour sa douleur, pour le secret qu'il portait, pour toutes ces années de souffrance silencieuse. Et j'ai pleuré parce que je savais que maintenant j'avais un choix impossible devant moi. Est-ce que je faisais semblant de ne rien savoir et continuais à vivre ce mensonge, ou est-ce que je le confrontais et risquais de tout détruire?
Ces jours, après cette aube, ont été les plus difficiles de toute ma vie. Je me réveillais tous les jours avec cette image gravée dans ma tête. Les cicatrices, les brûlures, la douleur sur son visage. Je n'arrivais pas à oublier même une seconde. C'était comme si quelqu'un avait mis un film dans ma tête qui passait sans arrêt, sans que je puisse l'éteindre. Le pire de tout était de devoir faire semblant. Faire semblant que tout était normal. Faire semblant que je ne savais rien. Chaque fois que Joseph rentrait du travail, je devais sourire, demander comment s'était passée sa journée, servir le dîner, discuter de banalités. Et à l'intérieur, je me déchirais. Chaque fois que je le regardais, tout ce que je voyais, c'était ce corps détruit, ces marques de souffrance. J'ai commencé à remarquer des choses auxquelles, avant, je ne prêtais pas autant attention, la façon dont il bougeait. Il y avait des jours où il était plus lent, plus prudent. J'ai remarqué que quand il pleuvait, il était pire, se plaignait plus des douleurs, prenait plus de médicaments. Ce doit être parce que les vieilles cicatrices font mal quand le temps change, n'est-ce pas? C'est ce qu'on dit toujours. Une semaine après cette nuit, j'étais en train de ranger l'armoire parce que je devais faire quelque chose pour ne pas devenir complètement folle. Et j'ai trouvé le fameux petit sac de pharmacie qu'il cachait. Il était là au fond, derrière ses vêtements. J'ai regardé autour, même en sachant qu'il était au travail et qu'il n'y avait personne à la maison. Mon cœur s'est emballé. Je savais que j'envahissais son intimité, mais j'avais besoin de comprendre. J'ai ouvert le sac doucement, comme si c'était une bombe qui pouvait exploser. À l'intérieur, il y avait des choses de pharmacie. Compresse, sparadrap, cette teinture d'iode que je l'avais vue utiliser, une pommade pour les brûlures qui étaient importées, devait coûter une fortune. Une bouteille d'un médicament que je n'avais jamais vu, avec un nom compliqué que je n'ai même pas réussi à prononcer correctement. J'ai pris la bouteille, j'ai lu la notice, c'était pour la douleur chronique, de ces douleurs qui ne passent jamais. Je me suis assise au bord du lit, tenant cette bouteille de médicament, et j'ai pleuré. J'ai pleuré parce que j'ai imaginé lui tous les jours prenant ce médicament pour supporter la douleur. Tous les jours, faisant semblant que tout allait bien, tous les jours se réveillant à 4 heures du matin pour soigner ses blessures en secret, avec peur que quelqu'un voie, avec honte de quelque chose qui n'était même pas de sa faute, parce que je savais déjà au fond ce qui s'était passé. Je n'étais pas idiote. J'avais vécu cette époque, les années 40, début des années 40. On entendait des choses, des chuchotements, des histoires de gens qui disparaissaient, de gens qui étaient arrêtés, et revenait différent ou ne revenait pas. Mon propre père, que Dieu ait son âme, m'avait alerté à cette époque. Marie, ne te mêle de rien, ne parle de rien, fais comme si tu ne voyais rien, n'entendais rien. Mais je n'avais jamais imaginé que Joseph, mon Joseph, qui était si tranquille, si paisible, qui allait juste au travail et rentrait à la maison. Comment? Quand? Pourquoi? J'ai tout remis dans le sac, exactement comme c'était. Je l'ai caché à nouveau au fond de l'armoire. Je suis allée à la cuisine, je me suis lavé le visage dans l'évier, j'ai essayé de me recomposer, mais je n'arrivais pas à arrêter de penser. Ce soir-là, quand il est rentré du travail, j'étais plus silencieuse que d'habitude. Il l'a remarqué. « Il s'est passé quelque chose, Marie ?» a-t-il demandé en enlevant ses chaussures à la porte. « Non, rien, j'ai menti. Je suis juste un peu fatiguée. » Il m'a regardée de cette façon qui était la sienne, comme s'il essayait de lire mon âme. Puis, il a hoché la tête et est allé prendre une douche. La douche normale de fin d'après-midi, rapide, pas celle de 4 heures du matin qui durait 1 heure. Pendant le dîner, j'ai essayé d'engager la conversation sur le passé, pas de manière directe, mais en surface, vous savez. « Joseph, tu te souviens quand on s'est rencontrés en 1967 ?» Il a levé les yeux de son assiette, un peu surpris par la question. « Bien sûr que je m'en souviens. Comment pourrais-je oublier? Tu portais cette robe bleue à pois blancs. » J'ai souri. Il se souvenait vraiment. Cette époque était différente, n'est-ce pas? Le pays était bizarre. Il s'est tendu. J'ai vu ses épaules se raidir. « C'était, » a-t-il dit sèchement. Il est retourné manger. « Tu n'as jamais beaucoup parlé de cette époque, de ce que tu faisais, où tu allais. » « Je travaillais, Marie. Je travaillais à l'usine métallurgique. Tu sais ça. »
Je sais, mais il y avait plus de choses qui se passaient. On entendait des histoires. Il a posé sa fourchette dans l'assiette. Le bruit a résonné dans la cuisine silencieuse. Quelles histoires! Sa voix était différente. Elle avait une dureté que j'entendais rarement. Je me suis un peu effrayée. Rien, juste des histoires que les gens commentaient, des gens qui disparaissaient, ces choses. Il a respiré profondément plusieurs fois. J'ai vu la veine dans son cou pulser. « Marie, je t'ai déjà dit, ne te mêle pas des affaires qui ne te regardent pas. Je travaillais, point. Le reste n'a pas d'importance. » Et il s'est levé de table, a laissé son assiette à moitié pleine et est allé au salon regarder la télévision. Je suis restée là seule dans la cuisine avec le cœur serré. J'avais touché une blessure, pas une blessure physique, mais une blessure de son âme. Je n'ai plus essayé de parler de cela les jours suivants, mais j'avais besoin de comprendre, j'avais besoin de réponses. Alors j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais fait de ma vie. Je suis allée à la bibliothèque municipale dans le centre de la ville. J'ai pris 2 bus pour y arriver. La jeune fille de la bibliothèque m'a regardé bizarrement quand j'ai demandé. Une dame de 57 ans demandant à voir de vieux journaux des années 40. Mais elle m'a emmenée dans une salle au fond où il gardait ces vieux journaux tout jaunis. Je suis restée là des heures à feuilleter ces journaux. Et ce que j'ai lu, les gens, ce que j'ai lu m'a rendu malade. Il y avait des nouvelles sur des gens arrêtés, sur la torture, sur des disparus. Bien sûr, les journaux de l'époque n'en parlaient pas ouvertement. Tout était un peu caché entre les lignes, mais qui voulait comprendre comprenait. J'ai lu sur les caves, sur les endroits où ils emmenaient les gens, sur les méthodes qu'ils utilisaient. Électrocution, pendaison, noyade, brûlure, mon Dieu du ciel, brûlures avec des cigarettes, avec du fer chaud. J'ai dû sortir de là en courant. Je suis allée aux toilettes de la bibliothèque et j'ai vomi. Je suis restée là agrippée au lavabo des toilettes, tremblant, imaginant mon Joseph en train de subir cela. Mon Joseph, qui ne ferait pas de mal à une mouche, en train d'être brûlé, d'être torturé. Je suis rentrée à la maison en bus, sans même voir le paysage passer par la fenêtre. Je suis arrivée à la maison avant lui. Je me suis assise sur le canapé du salon et je suis restée là immobile, regardant dans le vide. Quand il est arrivé, j'ai à peine réussi à saluer correctement. « Tu es allé chez le médecin ?» a-t-il demandé inquiet. « Tu as vraiment mauvaise mine. » « Non, je pense juste que j'ai mangé quelque chose qui ne m'a pas réussi. » Il a insisté pour que je m'allonge, a apporté une tisane, m'a fait des caresses sur la tête, et cela m'a encore plus brisée. Parce que là, il était en train de prendre soin de moi, inquiet pour moi, étant cet homme bon qu'il avait toujours été. Et moi, sachant qu'il souffrait seul depuis des décennies et que je ne pouvais rien faire parce qu'il ne me laissait pas. Quelques jours de plus se sont écoulés. J'avais arrêté de dormir correctement. Je prenais des médicaments pour l'anxiété que le médecin avait prescrits il y a longtemps et que je n'avais jamais utilisés. J'ai maigri. Joseph l'a remarqué, est devenu encore plus inquiet. « Marie, tu dois vraiment aller chez le médecin. Tu es en train de tomber malade. » « Je vais bien, j'insistais. Mais je n'allais pas bien. J'étais loin d'aller bien. Ce fut un samedi après-midi. Nous étions à la maison. Il était en train de bricoler quelque chose dans la cour. J'étais dans la cuisine en train de préparer le déjeuner. Soudain, j'ai entendu un bruit fort, un gémissement et puis le silence. J'ai tout lâché et j'ai couru vers la cour. Joseph était par terre, tenant son dos, le visage contorsionné de douleur. « Joseph !» j'ai crié en m'accroupissant à côté de lui. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» J'ai glissé, je suis tombée mal. Aïe, Marie, ma colonne. Il transpirait froid. La douleur devait être terrible. J'ai essayé de l'aider à se lever, mais il a gémi encore plus fort. « Non, attends un peu. » Je suis restée là accroupie à côté de lui, tenant sa main, ne sachant pas quoi faire. Après quelques minutes, il a réussi à s'asseoir adossé au mur, mais j'ai vu quand il a porté sa main à son dos, à un endroit spécifique, et a fait une grimace encore pire. « Laisse-moi voir », j'ai dit, et avant qu'il puisse m'en empêcher, j'ai soulevé sa chemise par derrière. Il a essayé de me repousser, mais il était trop faible de douleur, et j'ai vu à nouveau. À la lumière du jour, cette fois, les cicatrices, les marques, une d'elles s'était ouverte avec la chute. Elle saignait.
Joseph, j'ai murmuré avec la voix brisée. Il m'a regardé, et dans ce regard, il y avait tout. Il y avait la peur, il y avait la honte, il y avait le désespoir, il y avait 35 ans de secrets voulant exploser. Marie, a-t-il commencé, mais n'a pas pu continuer. Les larmes ont commencé à couler. Je l'ai embrassé par derrière avec précaution pour ne pas le blesser davantage. J'ai collé mon visage à son dos, à ce dos détruit, et j'ai pleuré avec lui. « Je sais », j'ai dit doucement. « Je sais, mon amour. J'ai vu. » Il est devenu rigide dans mes bras. « Tu as vu ?»« J'ai vu. Cette aube-là, il y a presque 2 semaines, j'ai regardé par le trou de la serrure. Pardonne-moi. Pardonne-moi d'avoir envahi comme ça, mais je n'en pouvais plus de ne pas savoir. » Nous sommes restés là tous les deux par terre dans la cour, enlacés, pleurant. Je ne sais pas combien de temps a passé. Cela pouvait être des minutes, cela pouvait être des heures. Le temps s'était arrêté. C'est lui qui s'est dégagé en premier. Il a essuyé son visage avec sa main, a essayé de se recomposer. « Aide-moi à entrer », a-t-il demandé. Je l'ai aidé à se lever doucement. Il boitait, la colonne bloquée. Nous sommes entrés dans la maison, dans la chambre. Il s'est allongé sur le ventre dans le lit, gémissant de douleur. « Je vais chercher de la glace », j'ai dit. « Non, reste ici s'il te plaît. » Je me suis assise au bord du lit, à côté de lui. J'ai posé ma main sur ses cheveux, le caressant. « Tu vas me raconter ?» j'ai demandé doucement. Il est resté en silence si longtemps que j'ai cru qu'il s'était endormi. Mais ensuite il a parlé. « J'ai peur. » « Peur de quoi ? Peur que tu me vois différemment après. Peur que tu aies du dégoût pour moi. Peur que tu... » « Joseph, » j'ai interrompu avec la voix ferme. « Nous sommes mariés depuis 35 ans. 35 ans. Tu penses que quelque chose que tu me racontes va changer ce que je ressens pour toi ? Ça peut changer, si, a-t-il dit. Parce que tu vas savoir que l'homme que tu as épousé, que cet homme n'est pas fort, n'est pas courageux, c'est un lâche qui a craqué, qui a supplié, qui... Sa voix s'est perdue dans un sanglot étouffé. « Arrête !» j'ai dit en m'allongeant à côté de lui. « Arrête avec ça, tu es l'homme le plus fort que je connaisse. Tu t'es réveillé tous les jours pendant 35 ans à 4 heures du matin pour soigner des blessures qui n'ont jamais guéri. Tu as travaillé toutes ces années en portant la douleur. Tu as construit une famille, élevé 2 enfants, en donnant toujours le meilleur de toi-même. Comment ce n'est pas être fort ? Tu ne comprends pas, a-t-il murmuré. Alors fais-moi comprendre, raconte-moi ce qui s'est passé. Il a tourné son visage vers moi, les yeux rouges, gonflés d'avoir tant pleuré. Et j'ai vu à ce moment quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant. J'ai vu le jeune Joseph, le jeune homme de 20 et quelques années que j'avais connu. J'ai vu la peur qu'il avait dû ressentir. J'ai vu la douleur, j'ai tout vu. « Demain, » a-t-il dit, « demain je te raconterai tout. Aujourd'hui je ne peux pas. Aujourd'hui, la douleur est trop forte, aussi bien celle d'ici. » Il a pointé son dos. « Que celle d'ici. » Il a pointé sa poitrine, son cœur. « D'accord, » j'ai dit. « Quand tu seras prêt. » Je suis restée là avec lui jusqu'à ce qu'il s'endorme d'épuisement. Ensuite, je suis descendue, j'ai réchauffé le repas, mais je n'ai pas réussi à manger. Je suis restée assise à la table de la cuisine, regardant la nourriture froide dans l'assiette, pensant à tout, pensant que le lendemain, finalement, après 35 ans, j'allais savoir la vérité complète. Et en même temps que je voulais savoir, une partie de moi avait peur. Peur de ce que j'allais entendre, peur de ne pas être assez forte pour supporter la douleur qu'il avait portée seule pendant si longtemps. Mais je devais être forte pour lui, pour nous. Parce que s'il y a une chose que 35 ans de mariage m'ont appris, c'est qu'on supporte beaucoup plus qu'on imagine quand c'est par amour. Cette nuit-là, aucun de nous deux n'a bien dormi. Je l'entendais bouger dans le lit, gémir de douleur. À l'aube, il s'est levé, mais il n'est pas allé à la salle de bain d'en bas. Il est allé à celle du haut, a pris ses médicaments et retourné au lit. Quand le soleil s'est levé le dimanche 13 avril 2003, je savais que ce serait le jour qui changerait tout. Pour le meilleur ou pour le pire, impossible de savoir, mais ce serait le jour où la vérité sortirait enfin. Ce dimanche s'est levé nuageux.
Le ciel était gris, lourd, de ceux qui semblent qu'il va pleuvoir à tout moment. Mais la pluie ne vient pas. Je me suis levée tôt, même si je n'avais presque pas dormi. Joseph était encore au lit, réveillé, regardant le plafond. « Bonjour », j'ai dit doucement. Il a tourné son visage vers moi. Les yeux étaient encore rouges, fatigués, mais il y avait quelque chose de différent en eux. Une détermination que je ne voyais pas depuis longtemps. « Bonjour », a-t-il répondu. « Descends, fais un café. » « J'arrive tout de suite. » Je suis descendue à la cuisine avec le cœur serré. J'ai mis le café à passer. J'ai préparé le pain, le beurre, le fromage. J'ai tout fait machinalement parce que ma tête était ailleurs. Je me préparais pour ce qui allait venir. Il a mis environ 20 minutes pour descendre. Quand il est apparu dans la cuisine, il s'était lavé, rasé, avec une chemise propre, comme s'il se préparait pour quelque chose d'important. Et c'était le cas, n'est-ce pas? C'était le moment le plus important de nos 35 ans ensemble. Nous nous sommes assis à table. Aucun de nous deux n'a touché à la nourriture. Nous sommes juste restés là, tenant les tasses de café chaud, nous regardant l'un l'autre. « Par où je commence ?» a-t-il dit, plus pour lui-même que pour moi. « Par le début », j'ai répondu. « Quand est-ce arrivé ?» Il a respiré profondément plusieurs fois, a fermé les yeux comme s'il revenait dans le temps, revivant tout. C'était en 1943, août 1943. J'avais 19 ans. Nous n'étions même pas encore mariés, tu te souviens? Nous devions nous marier en décembre. J'ai hoché la tête. Mon cœur s'accélérait déjà. À cette époque, je travaillais à l'usine métallurgique, tu sais? Mais je faisais aussi autre chose. Je participais à un groupe de jeunes de l'église. On se réunissait pour étudier, pour discuter de comment aider les pauvres, ce genre de choses. C'était un groupe lié à la résistance. Tu connais ce mouvement qui aidait les gens pendant l'occupation. Il s'est arrêté, a pris une gorgée de café. Sa main tremblait un peu. Je ne t'ai jamais raconté parce qu'à cette époque, c'était dangereux. Très dangereux. Les Allemands n'aimaient pas ces groupes. Ils pensaient que c'était de la subversion, des résistants. Mais nous n'étions rien de tout ça, Marie. On voulait juste aider. On distribuait de la nourriture aux nécessiteux. On cachait des gens, ce genre de choses. Il a fait une longue pause. Je n'ai pas interrompu, j'attendais juste. Il y avait un prêtre dans le groupe, le père Jean, un homme bon, Marie, très bon. C'est lui qui organisait tout. Et il y avait environ 10, 12 jeunes, des garçons et des filles de l'église. Tous des gens bien, des gens de famille, des travailleurs. Sa voix a commencé à trembler. Un jour, c'était un jeudi. Je m'en souviens encore aujourd'hui, le 14 août 1943. Je sortais du travail. Il était environ 6 heures du soir. J'avais fini mon service. Je marchais dans la rue, allant prendre le métro, quand une voiture s'est arrêtée à côté de moi, une Citroën noire. 2 hommes en civil en sont descendus. Ils m'ont attrapé, un de chaque côté, et m'ont jeté dans la voiture. J'ai porté ma main à ma bouche. Même en sachant que cela s'était passé il y a plus de 60 ans, mon corps a réagi comme si ça se passait à ce moment-là. J'ai essayé de crier, j'ai essayé de me libérer, mais c'était impossible. Ils étaient forts, entraînés, ils ont mis un chiffon dans ma bouche, ont attaché mes mains. Tout s'est passé si vite que quand je m'en suis rendu compte, la voiture roulait déjà et personne dans la rue n'avait rien remarqué, ou s'ils ont remarqué, ils ont fait semblant de ne pas voir. C'était comme ça à cette époque, Marie. Les gens avaient peur. Il s'est arrêté à nouveau, a essuyé les larmes qui commençaient à couler. Ils m'ont emmené dans un endroit, je ne sais pas où c'était. Ils m'ont mis un bandeau sur les yeux pendant le trajet. Quand ils ont enlevé le bandeau, j'étais dans une petite pièce, sans fenêtre, juste avec une ampoule forte au plafond qui faisait mal aux yeux. Il y avait une table, une chaise, et il y avait 3 hommes là. Sa voix était de plus en plus basse. Je devais faire un effort pour entendre. Ils ont commencé à poser des questions. Ils posèrent des questions sur le groupe de l'église, ils voulaient des noms. Ils voulaient savoir où nous nous réunissions, qui participait, ce que nous planifions. J'ai dit que nous ne planifions rien, que nous aidions juste les pauvres, mais ils ne croyaient pas. Ils disaient que nous étions des résistants, que nous tramions contre les Allemands, que nous recevions de l'argent de l'extérieur. Ils tremblaient maintenant, tremblaient tout entier.
J'ai essayé d'expliquer, Marie. Je jure que j'ai essayé. J'ai dit qu'il se trompait, que nous ne faisions rien de mal. Mais plus je parlais, plus il s'énervait. Il disait que je mentais, que je protégeais des terroristes. Il s'est tu et resté quelques minutes en silence, juste regardant sa tasse de café. Quand il a recommencé à parler, la voix était presque un murmure. Ensuite, ils ont commencé avec leur méthode pour me faire parler, pour me faire avouer des choses que je n'avais pas faites. Je n'en pouvais plus. Je me suis levée de la chaise, j'ai fait le tour de la table et je l'ai embrassé par derrière. J'ai senti qu'il se raidissait dans mon étreinte, mais je ne l'ai pas lâché. « Tu n'as pas besoin de raconter les détails », j'ai dit à son oreille. « Tu n'as pas besoin de revivre ça. »« J'ai besoin », a-t-il dit, la voix soudain ferme. « J'ai besoin parce que si je ne le raconte pas maintenant, je ne pourrai jamais. Et tu mérites de savoir. Tu mérites de savoir avec qui tu as vécu toutes ces années. » Je suis retournée à ma chaise. J'ai pris sa main par-dessus la table. Il a serré ma main fort. Ça a duré 4 jours dans cet endroit. Il me battait, me noyait dans une bassine d'eau, me pendait. Tu sais ce que c'est ? J'ai fait oui de la tête. J'avais lu sur ça dans les vieux journaux de la bibliothèque, mais lire et entendre de mon mari, c'était complètement différent. Et il y avait les chocs électriques. Il mettait ses fils, les mettait à plusieurs endroits du corps, et sa voix s'est perdue. Il sanglotait maintenant. Et les brûlures, avec des cigarettes, avec du fer chaud, il disait que si je ne parlais pas, ça allait empirer, qu'ils allaient me tuer, qu'ils allaient te prendre toi aussi. Mon sang s'est glacé. C'est là que j'ai commencé à inventer des choses pour vous protéger, Marie, pour protéger le groupe. J'ai donné de faux noms, de fausses adresses, inventé des réunions qui n'ont jamais existé. J'ai dit tout ce qu'il voulait entendre, mais rien n'était vrai. Il m'a regardé avec tellement de douleur dans les yeux que j'ai presque pas supporté. J'ai craqué, Marie. Je n'ai pas supporté. Je n'ai pas été assez fort. J'ai supplié qu'ils arrêtent. J'ai pleuré, j'ai crié, j'ai... « Arrête !» j'ai dit fermement, serrant plus sa main. « Tu n'as pas craqué, tu as survécu. Il y a une différence. »« Tu ne comprends pas, » a-t-il dit. « J'ai toujours pensé. Tout homme pense qu'il serait fort si quelque chose comme ça arrivait, qu'il supporterait, qu'il ne pleurerait pas, qu'il ne supplierait pas. Mais quand le moment arrive, quand la douleur est telle que tu ne peux même plus penser correctement. » Il a couvert son visage avec ses mains libres. Le 4e jour, ils se sont rendus compte. Ils se sont rendus compte que je ne savais vraiment rien, que j'inventais. Je pense qu'ils ont vérifié les noms et adresses que j'ai donnés et ont vu qu'ils n'existaient pas. Un des hommes est entré dans la pièce et a dit « Tu n'es pas celui qu'on cherchait, idiot. » Il m'avait confondu avec quelqu'un d'autre. Un autre Joseph, qui travaillait aussi dans une usine métallurgique, fréquentait aussi l'église, mais qui était vraiment impliqué politiquement. Je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais. « Tu veux dire que tout ça était une erreur ?» « Oui. Une erreur de leur part. Ils ont pris la mauvaise personne. Ont torturé la mauvaise personne. Et tu sais ce qu'ils ont fait quand ils ont découvert ? Rien. Ils m'ont simplement jeté dans une rue, loin d'où ils m'avaient pris, à l'aube. Avant de me laisser partir, un d'eux m'a dit « Si tu racontes à quelqu'un ce qui s'est passé ici, on revient et la prochaine fois, on prend ta fiancée aussi, compris ?» J'ai compris. Les larmes coulaient sur mon visage. Ils m'ont laissé dans une rue au milieu de l'aube, blessé, saignant, pouvant à peine marcher. J'ai réussi à arriver à un hôpital public. J'ai dit que j'avais été agressée, qu'ils m'avaient battue. Les médecins ont soigné ce qu'ils pouvaient soigner. Ont cousu quelques coupures, bandé les côtes cassées. Mais les brûlures, ils ont dit que ça allait laisser des marques pour toujours. Et ça a laissé. Dit. Il a un peu soulevé sa chemise, me montrant une partie des cicatrices que je connaissais déjà. Je suis restée hospitalisée 3 jours. Quand je suis sortie, je suis allée directement chez mes parents. Ils ont eu peur. Ils voulaient savoir ce qui s'était passé. J'ai raconté la même histoire. Agression. Mon père n'y a pas vraiment cru. Je pense qu'il se doutait, mais il n'a pas insisté. À cette époque, c'était mieux de ne pas insister. Je suis restée chez eux environ 15 jours à récupérer. Tu te souviens que j'ai disparu ces semaines-là ? Je m'en souvenais.
Il avait envoyé un message par un ami disant qu'il était parti régler un problème de famille en province. À l'époque, j'avais trouvé ça bizarre, mais je n'avais pas questionné. Quand je suis revenue, quand je t'ai revu, j'ai voulu te raconter. J'ai beaucoup voulu, mais j'avais peur. Peur qu'ils tiennent leurs menaces, peur qu'ils te prennent aussi. Alors, je me suis tue. J'ai fait semblant que tout allait bien. Nous nous sommes mariés en décembre comme prévu. Nous avons construit notre vie, eu nos enfants, et je n'ai jamais raconté. Il a respiré profondément. Mais les marques n'ont jamais bien guéri, Marie. Certaines se sont infectées, d'autres sont restées ouvertes. Jusqu'à aujourd'hui, après plus de 60 ans, il y a des jours où elles saignent. Il y a des jours où la douleur est si forte que je ne peux pas bouger correctement. C'est pour ça que je me réveillais à 4 heures du matin, pour en prendre soin seule, pour nettoyer, pour mettre des médicaments, pour que personne ne voie, pour que personne ne pose de questions. Il m'a regardé avec ses yeux fatigués, souffrants. Et il y avait la honte, Marie. La honte d'avoir craqué, d'avoir pleuré, d'avoir supplié. Quel genre d'homme fait ça? Quel genre d'homme suis-je? Je n'en pouvais plus. Je me suis levée de la chaise. Je l'ai tiré pour qu'il se lève aussi, et je l'ai embrassé. Je l'ai embrassé de toutes mes forces. Tu es le genre d'homme qui a survécu, j'ai dit à son oreille. Tu es le genre d'homme qui a supporté 35 ans de douleur en silence pour protéger sa famille. Tu es le genre d'homme qui se réveillait tous les jours à 4 heures du matin pour soigner des blessures qui n'étaient pas de sa faute. Tu es l'homme le plus courageux que je connaisse. Il s'est effondré dans mes bras, s'est vraiment effondré, tout son corps tremblant de tant pleurer. Nous sommes tombés par terre là même dans la cuisine et nous sommes restés enlacés, tous les deux pleurant, tous les deux sentant le poids de ces 35 ans de secret étant finalement libérés. Je ne sais pas combien de temps nous sommes restés là. Le café a refroidi, le jour s'est éclairci dehors et nous sommes restés là par terre dans la cuisine, enlacés. Quand nous nous sommes finalement levés, il était presque midi. J'ai préparé un déjeuner léger. Aucun de nous deux n'avait très faim, mais nous devions manger quelque chose. Pendant que je cuisinais, il est resté assis à table, regardant ses propres mains. « Il y a encore une chose », a-t-il dit soudain. J'ai arrêté de remuer la casserole et je l'ai regardé. Le groupe de l'église. Après qu'ils m'ont relâché, j'ai appris qu'ils ont pris d'autres personnes aussi. Ils ont pris le père Jean, ils ont pris 3 garçons du groupe. Un d'eux n'est jamais revenu. Les autres sont revenus, mais sont revenus différents, détruits. Il a essuyé ses yeux. Le groupe s'est terminé. Tout le monde a eu peur. L'église a fermé ses portes à ce type de travail. Et moi, je me suis sentie coupable. Coupable parce que peut-être que c'était à cause de moi. Peut-être qu'au milieu des choses que j'ai inventées sous la torture est sorti quelque chose qui les a menés au vrai groupe. Joseph, tu ne peux pas te blâmer pour ça, j'ai dit en allant vers lui. Tu étais torturé. Tu n'avais le contrôle de rien. Je sais, a-t-il dit. Ma tête le sait, mais mon cœur porte cette culpabilité tous les jours. Je me suis assise sur ses genoux, avec précaution pour ne pas blesser son dos. J'ai pris son visage entre mes mains. « Regarde-moi », j'ai dit. Il a regardé. « Rien de ce qui s'est passé n'était de ta faute, rien. Tu as été une victime, toi et toutes ces personnes, et pendant 35 ans, tu as porté ça seul. Mais tu ne vas plus le porter seul. À partir d'aujourd'hui, on porte ensemble, compris ?» Il a fait oui de la tête, les larmes revenant couler. Nous avons passé le reste de ce dimanche à parler. Il m'a raconté plus de détails, pas des moments difficiles. Ceux-là, il ne voulait pas les revivre en détail, mais d'après. Il m'a raconté comme ça avait été difficile de revenir à la vie normale, comment il faisait des cauchemars toutes les nuits, comment n'importe quel bruit fort le faisait sursauter, comment il avait développé l'habitude de se réveiller tôt parce qu'il n'arrivait pas à dormir toute la nuit sans faire les cauchemars. Avec le temps, ça s'est amélioré, a-t-il dit. Les cauchemars ont diminué, la peur des bruits est passée, mais les blessures physiques n'ont jamais bien guéri. Et les blessures de l'âme, celles-là non plus. Le soir, quand nous sommes allés nous coucher, il m'a dit « Je ne vais plus me cacher. Demain, quand j'irai soigner les blessures, je laisserai la porte ouverte. Tu peux entrer si tu veux. Tu peux m'aider. » « Je vais vouloir, j'ai dit,
pour le reste de ma vie s'il le faut. Cette nuit-là, il a mieux dormi qu'il ne dormait depuis des années. J'ai remarqué, il n'a pas fait de cauchemar, ne s'est pas réveillé effrayé. Il a dormi toute la nuit, sa main tenant la mienne, et quand 4 heures du matin sont arrivées, comme toujours, il s'est réveillé. Mais cette fois, il n'est pas allé seul. Nous sommes allés ensemble. Nous sommes descendus à la salle de bain, lui avec les médicaments et les compresses, moi avec le cœur plein d'amour et la détermination d'aider. C'était douloureux de voir toutes ces blessures de près. C'était douloureux de mettre des médicaments, de nettoyer, de soigner. Mais c'était moins douloureux que de savoir qu'il avait fait ça seul pendant 35 ans. Et là, à cette aube du 14 avril 2003, a commencé une nouvelle phase de notre vie, la phase de la vérité. La phase de porter ensemble le poids qu'il avait porté seul si longtemps, la phase d'être finalement vraiment un. Les jours qui ont suivi ce dimanche ont été de reconstruction. Pas de reconstruction de murs ou de meubles, mais de reconstruction de nous deux, de reconstruction de notre mariage qui avait été si fort pendant 35 ans, mais qui avait une fissure invisible au milieu, le secret. Tous les jours, à 4 heures du matin, je me réveillais avec lui. Au début, il résistait encore un peu, disait que je n'avais pas besoin, que je pouvais continuer à dormir. Mais j'insistais, et avec le temps, il s'est habitué, a accepté, m'a laissé prendre soin de lui comme il avait toujours pris soin de moi. J'ai appris à nettoyer les blessures correctement. Le médecin que nous sommes allés consulter, parce que oui, j'ai insisté pour qu'il aille voir un vrai médecin, m'a enseigné les bonnes techniques. C'était une dame plus âgée, déjà proche de la retraite, et quand elle a vu les marques sur le corps de Joseph, elle n'a pas posé de questions. Elle l'a juste regardé avec ses yeux qui disaient « Je sais ce qui s'est passé ». Elle a prescrit les meilleurs médicaments, plus modernes, et a dit « Prenez bien soin de lui, Madame Marie, il le mérite ». Ces mots sont restés avec moi. Il le mérite. Mon Joseph méritait tout le bien que ce monde pouvait offrir, après tout ce qu'il avait vécu. Avec le traitement approprié, certaines blessures qui s'ouvraient ont commencé à mieux guérir. Elles n'ont pas complètement guéri. Le médecin a dit qu'après autant de temps, certaines ne guériraient jamais, mais elles se sont améliorées. La douleur a diminué. Elle n'a pas disparu, mais a diminué. Et c'était déjà un soulagement immense. Mais ce n'était pas seulement le corps qui avait besoin de soins, c'était l'âme aussi. Les cauchemars qui avaient diminué au fil des années sont revenus pendant un temps après qu'il ait tout raconté. C'était comme si, en ouvrant cette boîte de souvenirs, tout remontait à nouveau. Il y avait des nuits où il se réveillait en sueur froide, criant. Je l'embrassais. Je disais que tout allait bien, que c'était passé, qu'il était en sécurité. Un jour, environ 3 semaines après cette conversation dans la cuisine, j'ai suggéré qu'il parle à quelqu'un, un professionnel. À cette époque, ce n'était pas encore aussi courant qu'aujourd'hui, mais il y avait déjà des psychologues, ce genre de choses. Il a résisté au début. C'est des bêtises, Marie. J'ai déjà supporté 35 ans. Je vais supporter le reste. Ce n'est pas des bêtises, j'ai dit fermement. C'est prendre soin. Tu as pris soin des blessures du corps toutes ces années. Maintenant, tu dois prendre soin des blessures que personne ne voit. Ça a pris encore 2 semaines pour qu'il accepte, mais il a accepté. Il a commencé à aller voir une psychologue toutes les semaines. La première fois qu'il est revenu de la consultation, j'ai demandé comment ça s'était passé. « Difficile », a-t-il dit. « Très difficile, mais je pense que c'était bien aussi. » Il a continué à y aller mois après mois, et j'ai vu la différence. Je l'ai vu devenir plus léger. Ce n'était pas que la douleur ou les souvenirs avaient disparu. Ces choses ne disparaissent jamais vraiment. Mais il a appris à vivre avec d'une meilleure façon. Il a appris que ce n'était pas une faiblesse d'avoir pleuré, d'avoir supplié. Il a appris qu'il était humain et que n'importe quel être humain aurait réagi de la même façon. Nos enfants ont remarqué que quelque chose avait changé à la maison. Jean et Anne, déjà adultes à cette époque, ont commencé à poser des questions. Ils remarquaient que nous étions différents, mais unis d'une certaine façon. Un jour, c'était en juillet 2003, nous les avons appelés pour une conversation. Joseph a tout raconté, pas dans les détails les plus lourds, mais il a raconté assez pour qu'ils comprennent. Il a raconté qu'il avait été arrêté par erreur en 1943, qu'il avait été blessé,
qu'il avait porté ça seul pendant toutes ces années. Jean a pleuré. Mon fils de 33 ans, un homme fait, a pleuré comme un enfant, a embrassé son père et a demandé pardon. Pardon pourquoi? Joseph a demandé. Pour toutes les fois où j'ai reproché que tu étais distant, que tu ne jouais pas vraiment avec moi quand j'étais enfant, que tu ne parlais pas beaucoup. Je pensais que tu ne tenais pas beaucoup à moi. Joseph a embrassé son fils fort. J'ai toujours tenu, toujours. Toi et ta sœur êtes ce que j'aime le plus dans cette vie avec ta mère. Si j'étais distant, c'était parce que j'avais peur. Peur de trop m'attacher et que quelque chose arrive. Peur que vous découvriez ce qui m'était arrivé et que vous me trouviez faible. Peur de tout. Anne a aussi pleuré, a tenu la main de son père et a dit « Papa, tu es le plus fort de nous tous, et maintenant nous le savons. » Et c'est ainsi, mes chers amis, que j'ai découvert la vérité après 35 ans. La vérité qui était cachée chaque matin à 4 heures, derrière une porte de salle de bain fermée. Joseph est décédé il y a 5 ans, à 82 ans. Même après tout ce temps, les blessures n'ont jamais complètement guéri. Mais pendant les dernières années de sa vie, il n'a plus été seul dans sa douleur. Nous l'avons porté ensemble. Je partage cette histoire aujourd'hui parce que je pense qu'il est important que les gens sachent. Qu'ils sachent ce que des gens ordinaires, de bonnes personnes, ont souffert pendant ces temps sombres. Que personne n'oublie. Si cette histoire vous a touché, s'il vous plaît, laissez un like, abonnez-vous à la chaîne Histoire Grand-Mère et dites-moi dans les commentaires d'où vous nous regardez. Votre soutien me donne la force de continuer à raconter ces histoires qui doivent être racontées. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Que Dieu vous bénisse tous.